Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour notre C'est un rentrée. plaisir. Alors, la vraie rentrée, si j'ose dire, celle des enfants approche, la rentrée scolaire. Est-ce que l'éducation nationale est prête à assurer à la fois la sécurité sanitaire des établissements et un bon accueil ? Comme chaque année, nous sommes prêts quelques jours avant la rentrée et cette année encore plus évidemment puisqu'il y a toujours cette crise sanitaire. D'abord, vous dire que dans la droite ligne de ce qu'a mis en place le ministre déjà l'année passée, les écoles à nouveau vont être ouvertes. Toutes nos écoles, toutes nos classes seront ouvertes et donc la rentrée aura bien lieu le 2 septembre prochain avec sur le plan sanitaire évidemment toujours ce même objectif, cette même ambition d'abord de protéger tous nos élèves et tous nos personnels avec cette stratégie testée, alertée, protégée qui est bien en place, 600 000 tests à destination de nos élèves, notamment en école élémentaire, et puis la politique vaccinale aussi, puisque nous facilitons l'accès à la vaccination de nos jeunes à partir de 12 ans. Et pour les enseignants, est-ce qu'il y aura passe sanitaire obligatoire ? Est-ce que vous allez aller vers la vaccination obligatoire ? On a beaucoup d'enseignants vaccinés, mais pas tous les enseignants. Alors, il n'y aura pas de passe sanitaire à l'école, ça a été dit, redit, je le redis aujourd'hui, ça c'est parfaitement clair. Sur la vaccination de nos professeurs, je vous rappelle qu'en avril l'année dernière, ils avaient demandé des coupes-fils. Rappelez-vous, au moment où, sur la vaccination, on était encore par catégorie, comorbidité, âge, etc., les professeurs demandaient la vaccination. Nous avons donc ouvert déjà des coupes-fils. Et aujourd'hui, selon des études, des enquêtes internes, on sait que plus de 80, voire près de 90% de nos professeurs sont déjà vaccinés parce qu'ils sont au contact quotidiennement de nos élèves, de nos jeunes. Ils sont évidemment responsables et spontanément, ils sont allés vers la vaccination déjà. Est-ce que cette situation est la même dans les zones où vous agissez plus particulièrement, les zones d'éducation prioritaire ? Je pense notamment aux grandes banlieues, où on sait que l'épidémie s'est répandue plus vite, plus profondément, où on sait que la vaccination a pris du retard. La vaccination a pris du retard, mais c'est là que précisément nous allons vers les populations les plus fragiles. Dans la population en général, on a des dispositifs mobiles qui se déploient. Et puis, je le disais, on va faciliter l'accès à la vaccination de nos élèves, mais également de nos professeurs, avec, encore une fois, des dispositifs mobiles ou des centres qui vont être installés provisoirement dans les établissements ou à la croisée de plusieurs établissements pour que, justement, on puisse facilement aller se faire vacciner. Je rappelle aussi que pour les jeunes, désormais de 12 à 16 ans, une seule autorisation parentale est nécessaire pour aller se faire vacciner. Et puis que les jeunes de 16 ans et plus peuvent aller le faire aussi sans autorisation parentale. C'est donc beaucoup plus simple finalement et il y aura tous ces dispositifs à portée d'eux qui vont vers ces populations. Alors, il y a l'aspect épidémique, mais il y a aussi l'aspect pédagogique. Est-ce que le retard pris à l'école par certains depuis maintenant 18 mois d'épidémie, est-ce que ce retard est bien mesuré et est-ce qu'il peut être rattrapé ? Alors, les écarts sont mesurés chaque année et pas spécifiquement pendant la crise, puisque je rappelle que depuis que Jean-Michel Blanquer est ministre de l'Éducation nationale, il a mis en place des évaluations nationales que l'on fait passer à nos élèves à la rentrée, là, fin septembre, mais également en janvier pour mesurer ces écarts, ce qui nous a permis d'ailleurs de constater eh bien, dans quel état étaient nos élèves l'année dernière après ce premier confinement et puis de rattraper les écarts avec un certain nombre d'outils. Je vais faire aussi le bilan des vacances apprenantes parce que là, on est en train de terminer. On a mis en place ces petits stages de réussite juste avant la rentrée et ça a déjà permis de rattraper un certain nombre d'écarts. Donc, on a des outils qui nous permettent de mesurer et bien sûr de compenser. Je pense aussi à devoirs faits au collège, ce que le ministre a mis en place. Moi, je l'ai transformé en devoirs faits à distance, mais peut-être qu'on en reparlera. Les fameux e-devoirs. Les fameux Ça a marché ? e-devoirs faits. Ah oui, ça a marché et ça marche bien. C'est tout à fait complémentaire. D'abord, c'est parfaitement raccord, si je puis dire, avec la crise sanitaire puisqu'on ne peut plus brasser nos élèves. Or, devoir fait au collège, c'est une salle de classe des élèves multiniveaux qui viennent dans une classe. Là, on est à la maison devant sa tablette ou devant son ordinateur avec un professeur, un assistant d'éducation et depuis l'été dernier, même des étudiants, puisque j'ai vraiment eu à cœur de lutter contre la précarité estudiantine et de faire du donnant-donnant. On a des étudiants, désormais, qui participent à ce dispositif e-devoir fait. Donc, nos élèves sont à la maison. Ils sont aidés par un étudiant qui est rémunéré pour ça. Est-ce qu'il y aura bientôt une nouvelle évaluation ? C'est pour l'automne, la nouvelle vague d'évaluation ? L'évaluation vous voulez dire de nos élèves ? Oui, absolument. On va faire un bilan, là, septembre-octobre, les évaluations nationales pour nos élèves de CP, de 6e, au lycée et même nos élèves de CAP qui vont être évalués, là, très prochainement. Et puis, on mettra en place bien toutes les mesures qui sont de nature à les aider. Vous allez aussi mener une action pour distribuer des petits déjeuners gratuits. Est-ce que la situation en France est à ce point dégradée qu'on doive nourrir les enfants ?
Alors c'est vrai que c'est la rentrée, si je puis dire, de ce nouveau déploiement des petits déjeuners gratuits à l'école. Et bien sûr, on avait constaté déjà que bon nombre de nos élèves arrivaient à l'école le ventre vide. Je vous parle de ça avant la crise Oui, bien sûr, sanitaire. et ça ne s'est pas arrangé. Non, ça ne s'est pas arrangé, ça s'est même aggravé. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que le dispositif soit redéployé et c'est le cas. On distribuait précédemment à nos élèves en éducation prioritaire, renforcer les REP+. Désormais, on pourra distribuer aux élèves d'éducation prioritaire, mais également au-delà, parce que sur certains territoires, il y a des poches de pauvreté qui se sont créées. Et donc, les élus, nos cadres sur le terrain identifient ces poches et on pourra distribuer des petits déjeuners à ces élèves, à tous les élèves désormais, de la petite section de maternelle jusqu'au CM2, et de façon très souple, une fois, deux fois, trois fois, ou tous les jours, si le besoin s'en fait sentir sur le territoire. Pour cela, on accompagne les élus. On les a beaucoup aidés pendant tout l'été, pendant tout le temps préparatoire. On a mis à disposition un vadémécum avec des questions très pratiques. Et puis, on a augmenté la dotation de l'État de 30%. Combien d'élèves seront concernés au total? À l'heure où je vous parle, on a 1000 communes engagées dans le dispositif, dont 20 des 30 plus grandes villes de France. On a environ 3000 classes et normalement, on devrait pouvoir distribuer à 500 000 élèves. Ce sont les communes qui financent? Ce sont non, c'est l'État qui C'est l'État finance. qui Il y a finance. une dotation de l'État. Elle était de 1 euro par petit déjeuner. Elle a été augmentée de 30%. Elle est à 1,30 € par petit déjeuner. On sait que le coût moyen est à environ 1,20 €. Le ministère lance aussi une campagne pour la laïcité, afin que tous les élèves puissent avoir à la fois une information, une formation, une sensibilisation, dit le ministère. Comment cela va-t-il se déployer? Il y aura des intervenants dans les écoles? Ce sont les enseignants qui vont prendre cela en charge? Alors, ce sont évidemment les enseignants. Je vous rappelle qu'on a aussi au sein des académies des référents qui sont là, qui vont pouvoir accompagner effectivement nos enseignants. Cette campagne, elle a démarré. Il y a des affiches là qui ont été rendues publiques. Vous avez un QR code qui vous permet aussi d'accéder à de la documentation très précise. Donc finalement, les entrées sont extrêmement variées pour permettre à tous d'aller au plus près, toucher la laïcité, dont notamment ces affiches qui font peut-être un petit peu polémique, mais qui sont vraiment dans le concret et dans le réel de ce que vivent nos élèves dans leur classe. Mais quel est votre but? C'est simplement de faire un peu d'éducation civique ou c'est de repérer ici et là du début de radicalisation chez les élèves? On ne fait jamais assez d'éducation civique et on le voit bien avec ces événements malheureusement qui nous ont touchés l'année dernière. Mais c'est encore une fois, c'est très très pluriel. C'est de l'éducation civique, c'est du repérage et puis c'est dès le plus jeune âge inculquer, expliquer ce qu'est la laïcité à nos élèves et qu'est-ce que c'est finalement. Eh bien, c'est vivre ensemble et c'est l'union. Vous essaierez d'en mesurer l'impact dans les mois qui viennent, de voir si les élèves ont acquis ces connaissances? Alors, on en mesure l'impact tout au long de l'année. Je rappelle aussi qu'on a mis en place un carré régalien autour de nos professeurs pour mieux les aider, pour mieux les accompagner. C'était déjà le cas, mais simplement là, on a renforcé le dispositif, on renforce les équipes pour accompagner les professeurs, pour les aider dans leur pratique quotidienne, et puis dès lors qu'ils sont en situation un peu difficile avec, en effet, des élèves, oui. La France a rapatrié et devrait continuer à rapatrier des réfugiés venus d'Afghanistan. Est-ce que parmi eux, il y a beaucoup d'enfants? Et comment ces enfants seront-ils accueillis et scolarisés en France? Alors oui, évidemment, il y a des enfants. Il y a un peu plus de 2800 personnes qui ont été rapatriées et on estime à environ 30% le nombre d'enfants qui donc sont sur notre territoire et qui, bien sûr, vont être scolarisés. C'est le premier droit des enfants que d'aller à l'école, quelle que soit d'ailleurs la situation de leurs parents. Ces enfants vont être là scolarisés à la rentrée dans quelques jours. Alors on va regarder évidemment au cas par cas parce qu'il y a des enfants qui parlent déjà le français, d'autres pas du tout, qui sont allophones. Et donc nous allons les accueillir, les intégrer, mais c'est pas une nouveauté là encore puisqu'on le fait de façon assez régulière. On a des dispositifs éducatifs, pédagogiques qui permettent à ces enfants d'être scolarisés, mais également aux parents. On accueille aussi les parents, on leur apprend le français pour faciliter leur intégration. Dans une société qui est de plus en plus rétive à l'arrivée de nouveaux migrants, d'ailleurs le président de la République ne cesse de garantir qu'il évitera la vague de migrants. Oui, mais ça c'est un autre sujet si je puis dire. Le premier des sujets, pour répondre précisément à votre question, c'est l'accueil de ces enfants. C'est ce qu'on fait pour eux, dignement, en responsabilité. Et donc l'école, évidemment, de la République est ouverte à ces enfants, va les accueillir et va les accompagner. Alors les partis politiques se mettent en ordre de bataille pour la présidentielle qui va nous occuper tout au long de cette saison.
et votre parti, parce que vous venez du MoDem, vous êtes arrivé Oui. dans le macronisme par le MoDem, bah, votre parti est un peu muet, un peu absent. Ça n'existe pas la présidentielle pour le MoDem? Vous savez, le MoDem est le deuxième pilier de la majorité présidentielle. Ça n'est pas une surprise et il est particulièrement actif. Moi, j'ai été parlementaire au groupe à l'Assemblée nationale, d'abord présidé par Marc Fesneau, puis par Patrick Mignola. Et on avait, et on a d'ailleurs toutes et tous toujours une ligne de conduite qui est parfaitement claire. Nous sommes loyaux, bien évidemment, au président de la République, à la majorité présidentielle, mais nous sommes également très exigeants. Le MoDem a porté des propositions. On l'a vu notamment dans cet épisode-là des régionales avec le taux d'abstention qui était massif. On a porté des propositions. Moi-même, aujourd'hui, membre du gouvernement, vous l'avez dit, MoDem, j'ai cette même loyauté, bien évidemment. Je défends corps et âme la politique du président de la République, mais j'ai aussi cette exigence pour les Français. Et donc, je vais être sur le terrain, là, à partir de demain matin et jusqu'à la dernière minute, pour défendre le bilan et les actions du président de la République. Mais est-ce qu'il ne faut pas une organisation de la majorité, une structure, pour que chacun puisse faire entendre sa voix? Peut-être que ça aura lieu ou pas. Je vous rappelle quand même qu'on est dans une maison commune et d'ailleurs on l'a démontré à l'occasion des toutes dernières échéances électorales avec les élections régionales. Donc, mais le MoDem est évidemment très engagé aux côtés du président de la République, encore une fois avec loyauté et avec exigence. Et pour aller un peu plus loin dans votre question, quand j'observe un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche ces derniers temps, on voit bien que c'est plutôt cacophonique. Donc vous dites qu'on n'entend pas le MoDem, mais c'est pas parce qu'on nous entend pas qu'on n'est pas dans l'action, loin s'en faut. Et moi, quand j'observe un petit peu ce qui se passe ici ou là, je trouve pas ça très très rassurant. Regardons ce qui s'est passé encore ce week-end, par exemple, avec ces universités de rentrée. On voit une droite qui est complètement éclatée, morcelée, qui sait même plus comment elle s'appelle, où elle est. Une Valérie Pécresse qui est sortie des Républicains et finalement qui appelle les Républicains pour pouvoir faire la primaire. Vous voyez bien qu'on n'y comprend pas grand-chose. Ça, c'est la cacophonie. Vous soutenez le président qui pratique le pouvoir de manière solitaire et péremptoire, dit Michel Barnier. Que lui répondez-vous? Non, le président de la République ne pratique absolument pas le pouvoir de façon solitaire, encore moins péremptoire. Je vois bien que vous faites allusion peut-être à une certaine verticalité qui a été un peu en place, on va le dire, c'est vrai, au début de son quinquennat, mais aujourd'hui c'est complètement derrière nous et au contraire, nous sommes toutes et tous à la manœuvre sur le terrain pour expliquer aux Français et encore une fois dans le seul intérêt des Français. Nathalie Elimas, merci, bonne journée. Merci à vous.